On vit, euh, on vit une époque qui est à la fois formidable et complètement épuisante, non? On cherche tous un peu des moyens de déconnecter. C'est clair. Et si la solution, c'était pas une nouvelle app de méditation, mais quelque chose de beaucoup plus simple, au bout de nos doigts? Aujourd'hui, on part explorer la science cachée derrière les loisirs créatifs. Mhm. Pour ça, on a une collection de sources assez variées, un guide très pratique pour débuter la peinture, des articles sur le scrapbooking, ou même des analyses sur les ateliers d'écriture en entreprise. Oui, et notre but ici, c'est pas juste de lister des hobbies, quoi. Non. C'est vraiment d'aller creuser le pourquoi. Pourquoi est-ce que peindre ou écrire, ça peut avoir un impact aussi fort sur nous? On va essayer de comprendre ce mécanisme qui nous aide à gérer le stress et, au fond, à retrouver un peu d'équilibre. Absolument. Et pour commencer, il y a des chiffres qui donnent un peu le vertige, en fait. Une de nos sources parle de 44%. 44% des salariés français qui seraient en détresse psychologique. C'est énorme. C'est juste énorme. Et un actif sur 3 serait concerné par le burn-out. Le constat est... il est assez lourd, quand même. Oui, et face à ça, bon, les recommandations classiques, c'est le sommeil, le sport. Bien sûr. Ce sont des piliers, évidemment. Mais nos sources, elles, mettent en lumière une autre voie. Une voie qu'on sous-estime souvent. Les activités fait main. Et elles offrent un soulagement qui est vraiment profond. Et ce qui est fou, c'est que ce n'est pas qu'une impression, ça me fait du bien. Il y a une vraie science derrière. Un des articles explique très bien comment ça peut faire chuter notre taux de cortisol. L'hormone du stress. Exactement. Et en même temps, ça booste la dopamine, donc le circuit du plaisir. C'est ce qui nous amène à un concept super intéressant en psychologie, enfin, l'état de flow. Le flow. Oui, c'est cet état de concentration intense où on est tellement absorbé par ce qu'on fait que tout le reste disparaît. Le temps, les soucis. On ne pense plus, on fait. C'est tout. Et ça me fait penser au témoignage de Sophie dans une des sources, cette cadre qui a redécouvert l'aquarelle. Ah oui, je l'ai noté aussi. Elle parle de son petit rituel du soir qui change tout. On sent que pour elle, c'est plus qu'un passe-temps, c'est sa bulle d'oxygène. C'est exactement ça. Et c'est le principe même de l'art-thérapie, en fait. Une source raconte l'histoire d'un patient qui sortait d'une dépression sévère. Il n'arrivait pas à mettre de mots sur ce qu'il ressentait. Hmm. Et c'est à travers la peinture que, petit à petit, ces émotions ont pu sortir. Comme le dit un des articles, la formule est simple, s'occuper les mains permet de libérer l'esprit. Et c'est prouvé. D'accord, la promesse est belle. Mais alors, très concrètement, si je suis un débutant total et que l'idée de tenir un pinceau m'angoisse un peu, par où je commence? Le guide Bien débutant en peinture est plutôt bien fait pour ça. Oui, il déconstruit pas mal d'idées reçues. La première, c'est le matériel. On pense tout de suite qu'il faut un budget énorme. C'est ça. En fait, le guide conseille de démarrer avec de l'acrylique. C'est une peinture des années 60. Elle est beaucoup plus abordable que l'huile. Elle se nettoie à l'eau. Et surtout, elle sèche très très vite. Ce qui est pratique pour corriger ses erreurs, j'imagine. Voilà, on attend un peu et on peut repeindre directement dessus. Mais attends, ce séchage rapide, c'est pas un peu un piège si on veut faire des fondus, des dégradés? Si, c'est une bonne remarque, mais il existe des astuces. Le guide parle de retardateurs de séchage qu'on peut mélanger à la peinture. Mais le conseil le plus important, et peut-être le plus surprenant, c'est de limiter sa palette de couleurs. Ah oui, hein. Le débutant, il croit qu'il lui faut 50 tubes différents. C'est faux. La plupart des artistes n'utilisent qu'une quinzaine de couleurs. Et sur un tableau, ils en sélectionnent que 3 ou 4 pour créer une harmonie. Et pour apprendre à faire ça, le guide propose un exercice tout simple. C'est ça. Créer son propre cercle chromatique. Oui, avec seulement 3 couleurs primaires. Cyan, magenta et jaune. Et c'est à partir de là qu'on comprend tout, notamment l'histoire des couleurs complémentaires, celles qui sont opposées sur le cercle. Il reste l'autre grand défi. Comment on fait pour que notre peinture ne ressemble pas à un dessin d'enfant tout plat? Comment on crée de la profondeur? Alors là, le guide donne 2 grandes recettes qui sont utilisées depuis des siècles. Pour les paysages urbains avec des bâtiments, on utilise la perspective linéaire. La fameuse ligne d'horizon et les points de fuite. C'est ça. Toutes les lignes convergent vers un point, ce qui crée l'illusion de la distance. Le tableau de Van Gogh, le restaurant Rispal à Asnières, l'illustre très bien. D'accord, ça c'est pour les lignes droites. Et pour un paysage naturel, une forêt, une montagne? Là, c'est la deuxième recette. La perspective atmosphérique. Le principe est très simple. C'est-à-dire? Avec la distance, l'air filtre la lumière. Du coup, les couleurs deviennent plus froides, plus claires, et les détails s'estompent.
On va donc utiliser des couleurs chaudes, comme des jaunes, des rouges pour le premier plan, et des couleurs froides, des bleus, des verts grisés pour l'arrière-plan. Et juste avec ça, on crée une sensation d'espace. Instantanément. C'est un truc de peintre, une sorte d'illusion d'optique qu'on maîtrise. Cette idée de construire une narration visuelle, de guider le regard, ça me fait tout de suite penser à une autre pratique, le scrapbooking. Ah, oui, le parallèle est excellent. Ça peut paraître un peu désuet de prime abord, mais quand on lit les sources, on voit que c'est beaucoup plus profond. Oui, on est dans la même logique. Mais là où la peinture crée une illusion, le scrapbooking, lui, il organise une réalité. Les sources insistent là-dessus. Ce n'est pas juste coller des photos dans un album. C'est plus que ça. C'est un acte de curation de sa propre histoire. On choisit les moments qui comptent, on décide comment les raconter. Le pouvoir n'est pas dans les paillettes, il est dans la narration. C'est intéressant. Et comment on fait, concrètement, pour raconter cette histoire? Eh bien, une des sources explique ça un peu comme une composition de tableau. On parle de la règle des tiers pour placer la photo principale, de créer un triangle visuel pour guider l'œil. Ah oui, c'est très technique en fait. Un peu, oui. On superpose les couches de papier, les photos, les textes. On crée de la profondeur. Mais le plus important, c'est le journaling, les petits textes qu'on écrit à côté. C'est là que le souvenir prend vraiment vie. C'est ça qui transforme une collection de photos en une véritable histoire en fait. C'est tout à fait ça. Et de la narration visuelle à la narration écrite, il n'y a qu'un pas. Une de nos sources, qui vient de Carandache, se demande pourquoi de plus en plus d'entreprises organisent des ateliers d'écriture. Et les bénéfices sont multiples. Ça stimule l'imagination, bien sûr, mais aussi la concentration, l'esprit d'analyse. Mais soyons honnêtes, à l'heure du numérique, où tout va si vite, est-ce que ce n'est pas un peu une vision romantique, cette idée d'écrire à la main? Est-ce que ça a un vrai intérêt par rapport au clavier? C'est une très bonne question. Et les neurosciences sont assez claires là-dessus. Oui, c'est différent. Écrire à la main, ça active d'autres zones du cerveau. C'est un geste plus lent qui force notre pensée à se structurer avant de se poser sur le papier. C'est un exercice de clarification mentale. D'accord. Et pour ceux qui, comme moi, sont un peu tétanisés par le syndrome de la page blanche, un des guides Écrire une nouvelle donne des conseils vraiment décomplexants. J'ai adoré l'expression « écrire à la truelle ». Oui, elle est géniale. Écrire vite, sans se juger, juste faire sortir la matière, quoi. C'est une approche très saine. Accepter que le premier jet soit un chaos. Mais l'idée la plus forte de ce guide, pour moi, c'est le concept du moule. L'auteur explique que la liberté totale, la page blanche, ça peut être paralysant. Mhm. Alors pour se lancer, on peut utiliser des structures qui existent déjà. Un peu comme un musicien de jazz qui improvise sur une grille d'accords. La structure n'est pas une prison, c'est un terrain de jeu. C'est la parfaite analogie. La source cite l'Oulipo, ce mouvement littéraire qui utilisait des contraintes pour booster la créativité, comme écrire un roman entier sans la lettre E. Ce qui paraît impossible. Ça paraît fou, mais cette contrainte oblige l'esprit à trouver des chemins de traverse, des solutions poétiques, inattendues. La contrainte devient un moteur et plus un frein. C'est une super manière de transformer l'angoisse en jeu. Exactement. Donc pour résumer, que ce soit avec un pinceau, des ciseaux ou un stylo, ce que toutes nos sources montrent, c'est que ces loisirs sont bien plus qu'une simple occupation. Oui, c'est un véritable outil, presque un outil de santé pour prendre soin de son mental. Et le point commun à tout ça, si j'ai bien compris, c'est que le résultat final, on s'en fiche un peu. Absolument. Peu importe si la peinture est réussie ou si le texte est un chef-d'œuvre. L'essentiel, c'est le processus. C'est le plaisir de faire, de se perdre dans une tâche manuelle qui nous ancre dans le présent. C'est ça le fameux flow. Et, et pour finir, il y a une idée qui me reste en tête en regardant tout ça. On a parlé de peinture, d'écriture, de poterie, même de pâtisserie. Mhm. Et si au fond la vraie clé, c'était pas tant l'activité elle-même, mais juste le fait de réapprendre à utiliser nos mains, Hmm. de façon intentionnelle, concentrée et complètement déconnectée des écrans. C'est une belle pensée. Peut-être que le chemin le plus court pour apaiser nos esprits surchauffés, c'est juste de redécouvrir l'intelligence qu'on a depuis toujours au bout des doigts. Bonjour à tous. Allez, c'est parti, on va essayer de débloquer ensemble quelques portes vers la créativité. On va explorer des techniques vraiment simples, très pratiques pour se lancer, que ce soit en peinture ou en écriture. Demandes qui sont en fait bien plus accessibles qu'on ne le pense. Qui n'a jamais ressenti ça, franchement? Cette impression que les meilleures idées sont coincées, qu'elles ne demandent qu'à sortir.
C'est cette fameuse étincelle créative. On la sent, mais on a du mal à l'exprimer. Alors l'idée, c'est de voir ensemble comment on peut transformer cette impulsion en quelque chose de bien concret, sur une toile ou sur une page. Voilà, on a là nos deux terrains de jeu pour aujourd'hui. D'un côté, on a l'expression totalement libre de l'abstrait. Et de l'autre, la représentation du monde qui nous entoure. Ce sont deux chemins bien différents, c'est vrai, mais qui partent de la même source, l'inspiration tout simplement. Bon, alors, voici notre programme. On va d'abord se demander pourquoi être créatif. Ensuite, on passera aux choses sérieuses, les premiers pas en peinture, puis en écriture. Après ça, on ira piquer quelques secrets au grand maître, et enfin, on verra comment toute cette pratique peut devenir de l'art. Alors, première question, et pas des moindres, pourquoi se lancer? Parce qu'en fait, les bienfaits de la créativité, ça va bien au-delà du simple plaisir de faire quelque chose de joli. C'est un véritable entraînement pour le cerveau. En fait, ces pratiques, ce sont de vrais catalyseurs. Prenez l'écriture par exemple. Non seulement ça stimule l'imagination, mais ça nous force aussi à organiser nos pensées, à les clarifier. Et du coup, ça améliore la concentration, ça développe l'esprit d'analyse, bref, des compétences super utiles dans la vie de tous les jours. Allez, on passe à la pratique. La peinture. Pour quelqu'un qui veut débuter, la première question, c'est souvent la même. Par où je commence? Le choix du matériel, ça peut faire un peu peur au début, mais en réalité, c'est beaucoup plus simple qu'on ne l'imagine. Bon, en gros, il y a deux grandes options classiques. D'un côté, la peinture à l'huile. Des couleurs super riches, un séchage très lent qui laisse le temps de retravailler. De l'autre, l'aquarelle. Là, c'est tout en transparence, très fluide, mais ça sèche vite, donc c'est parfois un peu un défi pour les débutants. Alors, quel est le meilleur choix pour commencer? Eh bien, souvent, on recommande l'acrylique. Pourquoi? C'est simple. Elle n'est pas très chère, elle est polyvalente et surtout, elle est à base d'eau. Et ça, c'est génial parce qu'elle sèche vite et si on fait une erreur, hop, on attend un peu et on repeint par-dessus. Super pratique. Ok, le matériel, c'est fait. Parlons couleur maintenant. Tout, absolument tout, part de ce qu'on appelle le cercle chromatique. Le principe est simple. Avec seulement 3 couleurs primaires, le cyan, le magenta et le jaune, on peut, en théorie, créer toutes les autres. C'est vraiment la base de tout, le secret pour créer des harmonies de couleurs. Allez, on change de discipline, on passe à l'écriture. Et là, l'ennemi numéro 1, on connaît tous, c'est la fameuse angoisse de la page blanche. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des astuces très très simples pour la vaincre. L'une des techniques les plus efficaces, c'est ce qu'on appelle le free writing, ou l'écriture libre. Le concept est tout bête, on écrit tout ce qui nous passe par la tête, spontanément, sans se poser de questions, sans se soucier du style, de la forme, de rien. On met sur pause ce petit critique intérieur qui nous bloque. Et juste en faisant ça, on libère le flux. Et c'est incroyable les idées qui peuvent émerger. Pour démarrer, voilà 2 petits exercices très concrets. Le premier, la description inventive. On choisit un objet, n'importe quoi, et on le décrit avec le plus de détails possible, en utilisant tous les sens. C'est un super entraînement. Le deuxième, c'est de jouer avec les mots. Les rimes, les sonorités, on s'amuse quoi. Ça enlève toute la pression et ça nous reconnecte au plaisir pur de jouer avec la langue. Bon, maintenant qu'on a les bases, on va monter un peu le niveau. Un des plus grands défis en peinture, c'est de réussir à créer une impression de profondeur sur une toile qui, par définition, est plate. Les grands maîtres avaient leur secret pour ça. Et bonne nouvelle, ils sont plus accessibles qu'on ne le croit. Une des clés, c'est ce qu'on appelle la perspective atmosphérique. En fait, c'est juste une observation de ce qui se passe dans la nature. Plus un objet est loin, plus il y a d'air, de particules entre lui et nos yeux. Résultat, les détails deviennent flous, les contrastes diminuent et les couleurs tirent vers le bleu. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple tout simple. La plaque d'immatriculation de la voiture juste devant nous, on la lit sans problème. Mais celle d'une voiture à 50 mètres, impossible. C'est exactement ça, les détails se perdent avec la distance. Eh bien, en peinture, c'est pareil. On applique cette même règle pour créer l'illusion de la distance. Ce qui est au premier plan sera net et contrasté, et ce qui est loin sera plus flou, plus clair, plus bleuté. Mais attention, avant même de penser aux détails, il y a un élément absolument crucial à placer, la ligne d'horizon. C'est elle qui va structurer toute la composition. C'est la base de tout. Regardons comment les maîtres s'en servent. Prenez Van Gogh et sa nuit étoilée. Il place la ligne d'horizon tout en bas. Et qu'est-ce que ça fait? Ça donne une place immense au ciel qui devient le vrai sujet du tableau. Le regard est immédiatement aspiré vers le haut. Maintenant, chez Monet, c'est une autre approche. Dans son champ de coquelicots, la ligne d'horizon est placée pile au milieu. Ça crée un équilibre parfait entre la terre et le ciel. Le résultat, c'est une impression de calme, d'harmonie totale.
Et enfin, troisième exemple, troisième option, ici, Guillaume place la ligne d'horizon très haut. L'effet est radicalement différent. Ça nous fait littéralement plonger dans le paysage. Le premier plan prend toute la place, il est immense, et on a l'impression d'y être, de surplomber la scène. Ok, on arrive à la dernière étape, celle où toutes les pièces du puzzle s'assemblent. On a vu les bases, la théorie des couleurs, la perspective. Mais concrètement, comment les artistes utilisent tout ça pour créer de véritables chefs-d'œuvre, des œuvres qui nous touchent? Rappelez-vous notre cercle chromatique du début. Eh bien, regardez ce que Gauguin en fait ici. Il utilise le violet et le jaune, deux couleurs qui sont directement opposées sur le cercle. On les appelle des couleurs complémentaires. Et en les plaçant l'une à côté de l'autre, eh bien, elles se renforcent mutuellement, elles vibrent. L'intensité visuelle est incroyable. C'est la théorie en action et c'est magnifique. Voilà, on a vu le pourquoi, on a vu les outils, quelques techniques. Finalement, il ne manque plus qu'une chose, se lancer. Il faut vraiment garder en tête que la créativité, ce n'est pas réservé à une élite. Ce sont juste des outils, des principes accessibles à tout le monde. La vraie question maintenant, c'est qu'est-ce que tout ça va bien pouvoir inspirer ?